Bonjour, bienvenue. Le 6 mai dernier, un rapport alarmant sur l'effondrement annoncé de la biodiversité était remis au président de la République par un groupe d'experts des Nations Unies. Dans la foulée, Emmanuel Macron promettait en particulier de réorienter la politique agricole commune, d'accroître ses efforts et celui des Européens pour préserver notre environnement. Alors, véritable prise de conscience ou pur opportunisme électoraliste dans la perspective du scrutin du 26 mai? Et d'ailleurs, quelle place occupent les questions étroitement liées de l'agriculture et de la défense de l'environnement dans nos campagnes et dans cette campagne électorale européenne? Pour essayer de faire un inventaire non exhaustif des propositions et autres promesses, 3 invités sont présentes sur le plateau de ce dimanche en politique. Brigitte Fournier-Turquin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes candidate sur la liste Europe Écologie Les Verts. Vous y êtes en 42e position. 46e. 46e. Face à vous, Roxane Lundy, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate sur la liste menée par Benoît Hamon. Je veux parler de la liste Génération pour ces mêmes européennes. Vous êtes en 16e position? C'est bien ça. Merci à vous d'être ici. Et Nathalie Lebas, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être présente. Vous êtes, vous, candidate sur la liste UDI en 24e position, C'est ça. mes sources sont bonnes. Merci en tout cas à vous 3 d'être ici. L'urgence environnementale exige un changement radical du monde agricole. C'est le titre de l'appel de la tribune publié cette semaine par 89 associations comme Combat Monsanto, Nous voulons des coquelicots ou Génération Future. Elles appelaient toutes à manifester hier samedi pour dénoncer, je les cite, toujours le système agro-industriel et les multinationales de l'agrochimie. Pour entrer, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet et de ce débat, cette première question pour vous 3. Cette tribune, est-ce que vous l'auriez signée les yeux fermés? Écoutez, la réponse est là, Elle est là. sur mon cœur. Elle s'affiche. Vous n'avez pas hésité une seule seconde. Il y a vraiment urgence. Ah, mais il y a urgence. Je pense que la question de l'agriculture est au carrefour des grands enjeux actuels, c'est-à-dire des enjeux d'écologie, des enjeux sociaux et des enjeux sanitaires. Quand vous dites ça, ce n'est pas un effet de manche. On n'est pas un peu dans la provocation ou dans... Non, là on y est, c'est une urgence de toute façon. On pourra en parler plus tard. Mais nous, Europe Écologie, sur la liste menée par Yannick Jadot, nous préconisons 2 choses pour l'agriculture. Déjà, non pas une PAC, mais une PAC, on va en parler. Un projet agricole et alimentaire commun, et aussi un traité environnemental européen. On va en parler. Roxane Lundy, vous l'avez signé, vous, cette tribune? Alors, je l'aurais signé, les yeux fermés, bien sûr. Ouais. Je pense en effet que l'urgence écologique est là. Vous savez, moi j'ai 23 ans, donc ma génération se sent particulièrement concernée parce que c'est notre avenir qu'on est en train de bâtir. Et si on n'agit pas maintenant pour la transition écologique, il sera trop tard. Donc, peut-être aussi joli, non, sur un bulletin de vote, d'avoir un petit peu de vert, ou c'est tendance non, pas de greenwashing. Pas de greenwashing, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est sérieux, la question écologique, et trop souvent on voit malheureusement des politiques comme le gouvernement qui considèrent qu'il suffit de se dire écolo pour l'être. Ce qu'il faut, c'est vraiment des engagements forts. Nous, c'est ce qu'on porte sur la liste, puisqu'on demande un Green New Deal, c'est-à-dire 500 milliards d'euros qui aujourd'hui sont destinés aux banques, et nous voulons qu'ils soient destinés à la transition écologique. L'argent pour le climat, pas pour les banques. C'est un programme, vous voyez que je l'ai lu. Nathalie Lebas, vous aussi, vous l'auriez signé ce manifeste? Moi, j'aurais une position plus mesurée, parce que je pense que lorsqu'on est un responsable politique, on ne signe pas les yeux fermés, mais on regarde dans l'ensemble. Effectivement, nous pensons qu'il faut revoir les traités, revoir les accords européens. Également, nous, la liste Les Européens, menée par Jean-Christophe Lagarde, nous souhaitons que l'Europe soit une Europe plus efficace, qui protège et qui sache s'adapter. Par exemple, si on prend l'exemple de l'agriculture, la PAC, elle a été créée au départ pour assurer notre autonomie et notre sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une instabilité et une injustice sur nos agriculteurs. On est en cours de renégociation de la PAC. On va en parler. Oui, si vous voulez bien, d'ailleurs, pour bien planter le décor, on va regarder ces chiffres. 408 milliards d'euros pour la période 2014 et 2020, c'est le budget de la PAC, de la politique agricole commune de l'Union européenne. C'est 40% du budget européen. 43%, pour être très précis, vous avez raison. Un chiffre qui pourrait d'ailleurs baisser, on en parlera, qui pourrait tomber pour la période qui s'ouvre 2021-2027, qui pourrait tomber à 365 milliards pour cause de Brexit, contribution au moins de la part du Royaume-Uni, mais aussi parce qu'il est question de baisser
ce budget et ce dont la France ne veut pas. Oui. C'est donc le plus gros budget de l'Europe, l'agriculture. Il va y avoir en 2020 une renégociation de cette PAC. Qui est gelée pour l'instant. Voilà. Parce que personne n'est d'accord. Et moi, je vais vous donner un exemple humain, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple humain pour comprendre la situation. Il y a actuellement à peu près 25 000 personnes, 25 000 agriculteurs qui partent en retraite et 14 000 installations. Alors moi, je connais un jeune homme qui a voulu s'installer et la PAC lui imposait d'installer sur son exploitation un système d'élevage industriel. Et il aurait fallu qu'il se mette en dette, qu'il investisse de façon inconsidérée. Donc, il a refusé l'aide de la PAC. Il y a la moitié des gens qui s'installent et qui s'installent sans l'aide de la PAC. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut revoir cette politique agricole commune sur le premier pilier, sur le deuxième pilier. Le premier pilier, c'est 95% des aides de l'Europe. C'est sur des critères de surface. Donc, les petits agriculteurs qui ont des petites surfaces, ils sont lésés. Alors, et sur le deuxième pilier est là pour compenser les choses qui ne fonctionnent pas dans le premier pilier. Et c'est très mal fait. Enfin, j'ai des exemples à vous donner. Un agriculteur plante un linéaire de haies. Il a des aides de la PAC. À côté, il va faire un champ avec un maximum d'intrants et de pesticides qui vont tuer à coup de biocides, de fongicides, d'herbicides, la biodiversité qu'il a créée avec cette linéaire de haies. Mais il aura les aides quand même. Donc il faut des aides maintenant, des aides cohérentes, qui fassent système, vous voyez. Roxane Lundy, réformer la PAC et sa vision passéiste, c'est dans le programme d'Europe Écologie Les Verts. Vous partagez ce point de vue et cette revendication? Oui, tout à fait. C'est aussi ce qu'on porte à Génération pour ces élections européennes, parce qu'on pense qu'il faut passer d'une politique agricole commune à une politique écologique commune. C'est-à-dire vraiment assumer aujourd'hui que la question agricole est une question écologique. Parce que à quoi ça touche? On l'a nié trop longtemps. Oui, trop longtemps on l'a nié. Quand il s'agit d'agriculture, il s'agit d'abord et avant tout aussi de notre alimentation et donc de santé. Il y a un vrai enjeu de santé publique. On le voit aujourd'hui avec le glyphosate, par exemple. Si vous avez suivi, c'est un gros sujet parce que les lobbies sont très engagés avec Monsanto, notamment sur la question. Et aujourd'hui, c'est notre alimentation qui est en jeu et on a un gouvernement qui recule. Et également à Bruxelles, c'est un vrai sujet de combat. Quand vous dites un gouvernement qui recule, ça veut dire qu'on a donné la possibilité au glyphosate d'être encore repoussé d'utilisation pour quelques années. Tout à fait. Il aurait fallu l'arrêter tout de suite. Bien sûr, il faudrait interdire tout de suite le glyphosate. On sait que c'est dangereux pour notre santé. Et juste deux petites choses aussi sur la politique écologique commune. Il s'agit de notre alimentation. Il s'agit aussi bien sûr de la biodiversité. Donc on parle du fonds pour la PAC, mais il faut aussi savoir qu'il y a 40% du budget européen qui va être consacré à la biodiversité, notamment grâce à la bataille de l'une de nos députées, Isabelle Thomas. Et en plus de préserver notre environnement et de passer vers une agroécologie plus respectueuse de l'environnement, il faut savoir que se pose quand même la question des salaires des paysans qui trop souvent malheureusement sont relégués. Nathalie Lebas, en préparant cette émission, j'ai évidemment pris la peine et ça n'était pas une, de lire les programmes des différentes formations que vous représentez. Alors, je vais être très franc avec vous, j'ai eu un peu de mal à trouver quand même ce qui concernait l'agriculture et l'environnement. J'ai cherché, mais j'ai fini par trouver une proposition qui vise à financer la recherche de produits de substitution au glyphosate et au cuivre. On vient en parler. Tout à fait. Et c'est tout ? Non, ce n'est pas tout. Et justement, comme je tentais de l'exposer tout à l'heure, ce que je voulais apporter aussi comme raison des difficultés de la PAC aujourd'hui, c'est que depuis 1992 et les accords de l'OMC, nos agriculteurs sont soumis à la concurrence. Et nous devons protéger nos agriculteurs. À mon sens, la PAC, il ne faut pas la rejeter comme certains le souhaitent. Nous pensons qu'au contraire, on doit la renforcer pour aider nos agriculteurs. C'est-à-dire qu'on regarde la base de travail et on améliore le dispositif. On ne fait pas table rase du passé. Par exemple, là, il y a divergence. Oui, on ne peut pas la rejeter, on peut la transformer. Si je peux finir mon propos, par exemple, sur le projet de réforme 2021-2027, à ce jour, on est sur une baisse d'environ 10% du budget. 5% si on défait le Brexit. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que pour nos agriculteurs, ça veut dire une perte de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros pour nos agriculteurs, c'est pas acceptable. Ça va les mettre en danger, ça mettra en danger nos exploitations agricoles. Et nous, ce que nous proposons à l'UDI, c'est d'augmenter l'aide aux agriculteurs en difficulté, notamment avec la disparition, en compensation, du rabais britannique qui représente environ
environ 6 milliards d'euros par an. Vous savez combien gagne le revenu médian d'un agriculteur? C'est 14 000 € annuels avec les aides de la PAC. Je vous parle d'agriculture en difficulté. Et aujourd'hui, les agricultrices et les agriculteurs. Tout à fait. Mais aujourd'hui, si vous voulez aller voir, et justement dans les Hauts-de-France, on est pleinement concerné avec des agriculteurs en difficulté qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, c'est là où c'est véritablement important qu'on puisse les protéger, les accompagner et les former, les accompagner vers des nouvelles modes de culture qui sont plus respectueux de l'environnement. Nous devons développer aussi la recherche. La recherche agricole est nécessaire de manière à pouvoir adapter au changement climatique, adapter aux nouveaux modes de consommation. Simplement, pour être bien précis, c'est la moitié quand même des agriculteurs aujourd'hui et des agricultrices qui touchent moins de 350 € par mois. C'est ça la situation de gravité. Les aider. Pour le dire très clairement, quand on parle d'agriculture en danger, on parle de situation de vie absolument désastreuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le tournant vers la transition écologique est si important. Parce que c'est aussi une transition sociale. C'est aussi des paysans qui pourront tout simplement recouvrir un contrat social avec les consommateurs et avec les pouvoirs publics. Économique, parce que l'agriculture, ça aussi, je l'ai vu dans les différents programmes et dans tout ce que j'ai pu lire pour préparer ce débat. Est-ce que l'agriculture peut être une source de profit comme une autre? Alors, il faut retrouver le sens de l'agriculture. Le sens, c'est l'alimentation. Il faut une alimentation pour l'Europe, avec un protectionnisme vert aux frontières de l'Europe. Et il faut une agriculture. Vous plaidez pour un protectionnisme pur et dur? Protectionnisme vert aux frontières. À l'américaine? Social et économique. C'est-à-dire qu'on taxe les produits qui ne respectent pas la liberté syndicale et qui ne respectent pas le respect de l'environnement. Mais pour cela, il faut déjà que nous soyons exemplaires. Donc nous allons... Irréprochables. Et irréprochables. C'est pour ça que nous préconisons de tendre vers le 100% bio. Mais pas seulement bio. Bio et local, pour l'empreinte écologique. Bio, local et équitable. Parce qu'il faut que les paysans, il faut retrouver le contrat de confiance entre l'agriculture et la société. Mais vous ne pouvez pas le faire à 100% parce que sinon ça voudrait dire qu'on ne va plus manger de bananes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire du locavore à 100%, c'est pas possible. Le chocolat, c'est pas possible, le café non plus. Voilà, donc on ne peut pas être à 100%. Il faut avoir une transition mesurée. Faire des choix. Et ça veut dire faire des choix et sortir les paysans de cette dépendance aux pesticides. Vous savez, c'est grave. Au mois d'avril, on a eu Paul François, qui est un agriculteur qui a abouti, au bout de 12 ans de procédure juridique, à ce qu'on reconnaisse, que le tribunal de Lyon reconnaissent que sa maladie est en lien direct avec le lasso. C'est un herbicide qui est de Monsanto qu'il a utilisé. Vous voyez, cette dépendance aux pesticides, c'est sacrifier la paysannerie sur l'autel des lobbies. Roxane Lundy, ce protectionnisme dont parlait Brigitte Fournier-Turquin, vous y êtes favorable? Tout à fait. Alors, aux frontières de l'Union européenne, une idée comme celle-là? Ce qu'on défend, nous, très clairement, c'est qu'on puisse réancrer dans le local l'agriculture. Et ça, c'est très important. On parlait de contrat social. Moi, ça me tient à cœur. L'avenir de l'agriculture, il est dans le local ou il est dans le bio ou il est dans les deux? C'est les deux. Une espèce de mix. C'est les deux. Local et nous, vous savez, nous, on demande un bouclier bio aux frontières de l'Union européenne. Oui, c'est un terme que j'ai noté aussi. C'est ça, un bouclier bio. L'idée, c'est qu'on va taxer plus, tout simplement, les produits non bio qui viennent dans l'Union européenne. Un bouclier pour se protéger parce qu'on est en guerre? Alors non, on n'est pas en guerre. En revanche, oui, la guerre vis-à-vis des lobbies industriels et du glyphosate, elle est lancée. Et donc, c'est ça la priorité absolue. Donc, l'idée de ce bouclier bio, c'est aussi d'engendrer des bonnes pratiques et un cercle vertueux. Et une autre chose, simplement, parce que j'y tiens beaucoup, c'est l'interdiction du plastique à usage unique d'ici à 2027. Pourquoi? Vous vous dites c'est un peu loin? Parce que supprimer le plastique à usage unique, c'est aussi utiliser de nouveaux matériaux comme le verre, tout simplement, plus lourds, qui du coup vont engendrer des coûts de transport plus importants et qui vont permettre de réancrer dans le local tous les aliments et les circuits. Et là où je ne serais pas d'accord avec vous, madame, c'est qu'on n'a pas à remplacer un produit dangereux par un autre produit dangereux. Si c'est une simple substitution. Pourquoi par rapport Non, mais je vais vous donner un exemple. 2 sénateurs. Très vite. On a un sénateur qui s'appelle Joël Labbé, qui a fait la loi Labbé, qui a interdit les phytosanitaires, les phytotoxiques, pour les particuliers depuis 2019, pour les collectivités depuis 2017. La France ne s'est pas trouvée en danger, tout continue, tout va bien. De notre côté, on a un sénateur UDI qui est vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui nous dit cette semaine
donc UDI de Madame, Garonne, de M. Bédiat. Est-ce que vous parlez d'un député le glyphosate LREM? Donc ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux. C'est un député et il nous dit le glyphosate est moins dangereux que la viande vous dites rouge et la fausses, madame. Ah mais il a dit, hein, il n'est pas UDI, il est agir sur la liste LREM. Vous racontez des choses qui sont fausses. En revanche, pour vous répondre, nous justement, on met en avant deux choses qui nous semblent importantes. La première, c'est justement une taxe carbone aux frontières européennes, mais pas seulement sur l'agriculture, sur tous les produits importés, de manière à ce que nos produits soient aussi compétitifs que des produits importés chinois qui ont un bilan carbone très mauvais. Notre deuxième proposition importante est d'interdire l'importation d'aliments traités avec des produits phytosanitaires interdits en Europe et en France. Aujourd'hui, c'est quand même complètement fou. On interdit à nos agriculteurs d'utiliser, par exemple, le diméothate. Et on importe des cerises turques qui sont cultivées avec ce pesticide. Le diméothate, c'est un pesticide qui est destiné à lutter contre les petites mouches qui vont... Il n'empêche, nous interdisons à nos agriculteurs de produire de la nourriture avec des produits jugés dangereux et nous importons des produits traités avec ces produits. Ce n'est pas la sécurité pour nos citoyens et ce n'est pas la sécurité de nos agriculteurs. Alors, nous défendons nos citoyens et nos agriculteurs. Parce que le temps passe très vite, on va maintenant, parce que tout est lié, parler aussi de biodiversité et d'environnement. Roxane Lundy, chaque année, l'Union européenne consacre 20% de son budget total, c'est-à-dire 150 milliards d'euros à quelques milliers d'euros pour protéger l'environnement. Oui. Est-ce que c'est, selon vous, je vous pose la question à vous, mais vous allez pouvoir y répondre toutes les trois, est-ce que c'est suffisant? A priori non, puisque tout indique que la dégradation de la biodiversité s'accélère d'ailleurs comme le réchauffement climatique. Tout à fait. Aujourd'hui, la situation en matière de biodiversité est absolument alarmante. On en est quand même à la 6e extinction massive d'espèces, ce qui en dit long aussi sur notre rapport au vivant, notre rapport à la nature et surtout ce qui est très inquiétant pour l'avenir. Donc nous sommes très engagés sur la protection de la biodiversité à Génération. On a notamment un député qui s'appelle Guillaume Balas, qui a travaillé sur le rapport, qui était rapporteur de la COP sur la biodiversité, qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, le combat contre les pesticides, contre les perturbateurs endocriniens et contre le glyphosate, j'y reviens parce qu'on en a parlé, mais parce que je considère que c'est un vrai scandale d'État, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Eh bien, le mot est fort, scandale d'État. Tout à fait. J'assume tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une situation où nous savons que le glyphosate est dangereux, qu'il nous empoisonne, et malgré tout, nous avons des rapports qui nous disent qu'il n'est pas dangereux, et ces rapports, on découvre qu'ils ont été faits par Monsanto. Génération, d'ailleurs, dans votre programme, qui plaide pour la création d'une cour européenne de l'environnement, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un jour que les dirigeants de Monsanto soient convoqués et à répondre d'accusations devant une cour comme celle-là. Tout à fait. Écoutez, moi je suis une citoyenne, nous sommes des citoyennes et des citoyens. Si demain nous commettons un crime, nous devons en répondre devant la justice. Il n'est pas normal que les grands groupes, je pense à des grands groupes industriels qui polluent énormément, aujourd'hui n'aient pas à répondre des crimes qui sont faits contre l'environnement. Donc nous demandons la création de cette cour pénale pour faire en sorte que les groupes industriels qui sont en train de sacrifier notre avenir, parce qu'il faut le dire, quand ils polluent comme ça, c'est eux qui prennent le pouvoir, c'est eux qui ont pris le pouvoir en Europe. Tout à fait, pour faire en sorte d'aller mener la bataille contre eux. Et je dirais une chose, ce qui est très important pour ces élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain, c'est déjà d'aller voter parce que le bulletin de vote a un poids énorme. Mais je dirais que si jamais voter aux élections européennes ne servait à rien, pourquoi est-ce que vous croyez que Monsanto dépenserait autant d'argent pour essayer de convaincre des parlementaires européens? C'est essentiel. C'est l'objet du traité environnemental européen que les Verts préconisent. Qui serait au-dessus de toutes les lois en vigueur. Qui ajouterait la possibilité d'aller en justice par rapport à ces écocides. Les écocides. Sur un millefeuille qui est déjà bien épais. Mais écoutez, moi je prends déjà l'action de l'Europe, ce qui a été fait, parce que tout n'est pas nul non plus. Hein. L'Europe, elle est là dans nos vies quotidiennes. Et voilà. Sur ce plateau, voilà. Non, mais il faut le dire parce que les gens ne se rendent pas compte de l'importance que ça a. L'Europe a décidé d'interdire les 3 principaux néonicotinoïdes. Vous savez, c'est les tueurs d'abeilles, tueurs des pollinisateurs. C'est très, très, très important. Mais il faut aussi interdire
les néonicotinoïdes de nouvelle génération, comme le sulfoxaflor. C'est une lutte quotidienne. On ne doit pas substituer un autre produit toxique. On doit changer les pratiques. Et c'est possible. Nous, sur notre liste, nous avons un agriculteur qui est Étienne Buteau et qui fait de l'agroécologie, qui a écrit Paysans résistants et qui est en passe d'être député européen. C'est très important. Alors, et nous avons aussi Claude Ruffat, qui était le président du réseau des Biocoop, et lui s'occupait du commerce des alimentations. Je vous entends, mais comme nous sommes dans un débat, il faut que je donne aussi la parole aux deux autres personnes présentes sur ce plateau. Nathalie Lebas, vous, du côté de l'UDI, j'entends parfaitement ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais vous, j'ai regardé, et donc j'ai vu également que vous proposiez la création d'un livret E comme environnement, un livret européen pour financer de grands projets environnementaux et d'avenir en Europe. Et vous dites donc, et vous l'avez répété tout à l'heure, pas de deals commerciaux avec des pays qui ne respectent pas l'accord de Paris sur le climat. Est-ce que nous sommes entre nous? Est-ce que vous pensez que c'est tenable? La France ne les respecte pas. Pourquoi ça? Alors, quand on a une volonté politique, on sait le tenir. Tout commence par là pour vous. Tout cela commence par la volonté politique. Lorsqu'on a des responsables politiques, comme on en a eu à une certaine époque, Simone Veil nous a su montrer, première adhérente de l'UDI, lorsqu'on a envie de porter des projets, on sait le faire. Et la première des choses que je voulais rappeler sur le livret E comme Europe ou écologie, c'est aussi la possibilité, madame, je vous interromps pas, merci d'en faire de même, de financer les grands projets, notamment de recherche. Parce que si on veut s'adapter à la société, si on veut avoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement, mais également avoir une politique environnementale globale qui soit adaptée aussi bien pour notre économie, nos industriels, nous devons financer la recherche. Nous proposons un plan hydrogène. Nous proposons également d'avancer sur la rénovation thermique des bâtiments. On a une Europe avec des bâtiments en passoire énergétique. Et également, nous proposons la recherche vers la sélection végétale. Et tout ça, vous le chiffrez à combien? Tout ça, ça se monte à combien? Ça représente quel budget? Vous avez une idée? C'est pas une question de budget. Dès lors que vous faites un livret E basé sur le même principe que le livret A a permis de financer le logement social en France, je vous le rappelle, nous pouvons financer à la même hauteur sur un livret européen. Roxane Lundy, parce que vous avez un tout petit peu de retard de temps de parole, c'est ce qu'on me précise. 500 milliards par an pour atteindre zéro carbone en 2050. Je vous pose la même question. Vous pensez que c'est tenable ou c'est juste de l'affichage et parce que ça fait joli dans un programme? Alors, si on voulait juste mettre des choses qui faisaient joli dans un programme, je pense qu'on n'aborderait pas des questions aussi essentielles et aussi importantes, en tout cas dans la période. Ce que je tiens à dire en revanche, c'est que aujourd'hui 500 milliards d'euros par an sur la transition écologique, ça permet de faire avancer les choses. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est un chiffre qui est phénoménal. Alors, quand même. C'est un chiffre qui peut sembler tout à fait phénoménal, mais pour vous donner une idée, cet argent existe déjà. C'est-à-dire que tous les ans, la Banque Centrale Européenne donne cet ordre d'argent, cet ordre de grandeur, donne le même montant aux banques sans la moindre contrepartie. C'est pour ça que vous dites... Nous, on dit, au lieu de donner aux banques, depuis 2008, tout à fait. Et au lieu de donner aux 500 banques... milliards par an depuis 2008. Tout à fait. Et moi, je vais donner un exemple. C'est qu'en plus, la transition écologique, aujourd'hui, elle est riche d'opportunités. Elle peut créer des emplois. Elle peut redynamiser nos territoires en réancrant dans le local cette économie, cette alimentation, cette agriculture, en recréant un contrat social et vraiment un pacte de confiance entre les consommateurs, les producteurs et les politiques. Et ça, c'est absolument essentiel. Selon moi, ce sont les grands enjeux de la période. Et je dirais sur la création d'emplois, qu'on peut le voir notamment dans les Hauts-de-France, où nous sommes extrêmement concernés. Moi, à Beauvais, il y a la ferme de Mézinguy qui montre bien, par exemple, ce que sont des bonnes pratiques et comment on peut les mettre en œuvre. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais figurez-vous que nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Par rapport au réchauffement climatique, oui, les émissions des ruminants, c'est 20% des gaz à effet de serre de France viennent du secteur agricole, du fait du méthane et des ruminants et du fait du protoxyde d'azote pour les engrais azotés. Donc il faut des nouvelles pratiques. Il y a des choses formidables qui se passent sur le terrain. Moi, je suis témoin du salon Terrobio du bio en Hauts-de-France qui s'est déroulé à Archon, Thiérache, dans mon département.
et ils ont des tas d'idées, des tas de façons de faire qui sont tout à fait réalisables dès maintenant. Dont nous ferons l'écho dans nos éditions et dans les différents Ce dont j'aurais aussi souhaité qu'on parle, c'est que dans nos projets, nous souhaiterions vraiment lutter contre le continent plastique, parce que on parle d'agriculture, mais il faut également parler de pêche. Ça fait partie aussi de nos enjeux. Tout à fait. Et quand on parle du continent plastique, pour certains, c'est loin, c'est au Pacifique, sauf que ça tue la diversité sous-marine. Et lorsque demain, nous n'aurons plus de vie sous la mer, nous n'aurons plus de vie sur terre. Ce qui se passe très loin de l'Europe aura des conséquences. D'autant que l'océan absorbe le CO2. Et de la même manière, c'est une victoire de la gauche et des écologistes au Parlement européen que l'interdiction de la pêche électrique. Et de la même manière, j'aimerais revenir sur la pêche, garantir aux pêcheurs l'accès aux eaux territoriales britanniques, parce qu'aujourd'hui, avec l'Europe, on a un enjeu, c'est le Brexit, et nos pêcheurs, notamment en Hauts-de-France, sont véritablement impactés. Si demain, nous sommes sur un no deal, nous aurons 35% des captures françaises qui seront supprimées. C'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 pour nos pêcheurs. Roxane Lundy, est-ce qu'on peut nourrir l'Europe tout en respectant l'environnement? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Eh ben, non seulement on le peut, mais en plus on le doit. On a intérêt, parce que l'urgence écologique est telle aujourd'hui que si on ne le fait pas de toute manière, toutes les questions seront subsidiaires finalement. Et l'échéance, ce n'est pas dans 100 ans, dans 200 ans, c'est demain? Mais bien sûr, l'échéance, c'est demain, tout simplement parce que si on ne prend pas tout de suite la bonne direction pour faire en sorte tout simplement de décarboner notre société, notre économie, si nous ne le faisons pas tout de suite, il sera trop tard. Il est déjà presque trop tard. On peut encore faire en sorte de changer les choses. Et moi, quand je vois les mobilisations avec mes cogénères pour les marches pour le climat, quand on se mobilise pour l'environnement partout en Europe, toute cette jeunesse européenne, j'ai beaucoup d'espoir. Et il faut maintenant que ça se transforme dans les urnes et que le 26 mai prochain, on ait des députés européennes et européens capables de dire non au lobby, tout simplement parce que nous, on n'a pas d'intérêt. Alors vous allez voir que je suis très généreux. Je vous donne à chacune 20 secondes pour le mot de la fin de ce débat. Merci. Je pense que les élections du 26 mai, c'est le vote du siècle. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se retourner. C'est maintenant qu'il faut agir, mais agir résolument pour la planète, la biodiversité, le climat, la vie dans nos territoires, réancrer l'alimentation et nos agricultrices et nos agriculteurs. Nathalie Lebas. Si vous êtes pro-européen et que vous voulez une Europe progressiste, votez pour la liste Les Européens. 10 secondes pour vous. Si vous en avez marre du débat entre les nationalistes d'un côté et les libéraux de l'autre, votez pour l'écologie, la gauche et le social, votez Génération le 26 mai. Merci vraiment à vous trois d'avoir été ici. Je rappelle bien évidemment qu'il y a 31 autres listes. Vous retrouverez tout le détail sur le site de France 3 Hauts-de-France et sur le site en head corporate de franceinfo.fr. C'est la fin de cette émission, mais le débat continue chez vous et sur notre site et sur les réseaux sociaux. Dans un instant, ce sera le point sur l'actualité dans votre région. Merci d'avoir été avec nous. Bon dimanche.